Ok, bah écoute, l'enregistrement est lancé, donc on peut démarrer. On démarre avec quelques minutes d'avance, c'est très bien. Hop, alors attends. Donc là, tout le monde voit mon écran. Oui, on le voit bien. Allez, c'est parti alors. Oui, oui, oui. Bonsoir tout le monde. Merci à vous de participer à cette deuxième session, effectivement, de conférence que Shafik nous a organisée avec énormément d'énergie. Donc, il m'a demandé de préparer cette année encore quelque chose autour de la thématique qui est un peu ma thématique de prédilection, c'est-à-dire encourager la sensibilisation et l'éducation des dirigeants ou des administrateurs de société pour arriver à avoir une gestion un peu moins passionnée de la cybersécurité et plus en ligne avec les objectifs des organisations. Donc, j'ai volontairement intitulé cette présentation sous un angle un peu provocateur, mais je n'avais pas effectivement imaginé ce qu'on a vécu cette semaine lorsque j'ai préparé cette présentation. Mais elle va nous permettre tout de suite de resituer le contexte et de pouvoir en fait se servir de ce qu'on a vécu et ce que les organisations vont continuer à vivre encore quelques semaines par rapport à cette problématique de la cyber. D'accord. Donc, mon point est le suivant, c'est aujourd'hui, on considère que la problématique cyber ou sécurité informatique, pour la rappeler comme elle s'appelait il n'y a pas si longtemps que ça, non, ce n'est pas un problème propre aux équipes IT ou aux équipes de production. D'accord. Je pense que ça, il faut que l'on l'accepte. C'est qu'aujourd'hui, la cybersécurité est d'abord un enjeu stratégique, donc du management, et derrière a une conséquence considérable pour les organisations, à savoir la résilience des entreprises par rapport à ces phénomènes de cyber-insécurité. Alors, on constate que depuis 3-4 ans, les attaques ne cessent d'augmenter, ne cessent d'avoir des impacts. Alors, certains peuvent penser que Covid accentue tout cela. Bon, on pourra peut-être en revenir plus tard. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on s'inscrit dans un cycle où il y a un modèle économique de la malveillance. Il est fructueux, il présente peu de risques en termes de se faire attraper, de conséquences ou de choses comme ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les entreprises sont bien souvent désarmées autour de ça. Quand moi, je parle d'entreprise, je ne parle pas nécessairement des grosses entreprises du CAC 40, par exemple, qui ont des moyens, des capacités, etc. Je parle principalement de ce qui fait notre tissu économique, à savoir 80% d'entre elles, donc de ces sociétés qui sont des PME-PMI avec peu de ressources, peu de capacités, des contraintes budgétaires importantes et même si elles le souhaitaient, parfois l'impossibilité de trouver des partenaires pour répondre à leurs problématiques. Pour vous donner une petite idée, hein, depuis à peu près 4 semaines, là, au sein de mon organisation, on refuse en moyenne 1 à 2 prospects par semaine qui nous appellent parce qu'il est exposé à des problèmes de résilience, hein, ransomware et autres, parce qu'on ne sait pas fournir. Donc, c'est même pas qu'on n'a pas envie de nouveaux business, c'est pas qu'on n'a pas envie de prendre des nouveaux clients. Bien évidemment, on est une société commerciale, mais on ne peut juste pas parce qu'on n'a pas les capacités. D'accord. Et ce phénomène-là, à mon avis, ne va pas s'arrêter. On a une pénurie de talents. On n'est pas au même niveau que l'hôtellerie, mais on a quand même des rémunérations qui devraient augmenter vu la technicité qu'on demande à nos experts technologiques. Malheureusement, on a encore quand même un peu de difficulté à ce que les clients comprennent cela, jusqu'au jour où il y a un incident où là, il y a nos limites budget et on se sent concerné. Alors, la problématique, c'est est-ce qu'on doit vivre ça comme une fatalité ou comme un échec auprès de la part des professionnels de la cybersécurité? Et pourquoi le dirigeant, il doit peut-être se remettre au milieu de la scène quelque part et reprendre le lead autour de ça? Ben, je dirais, en tant que dirigeant d'une entreprise, est-ce que vous êtes prêt à ça? Donc ça, c'est quoi? C'est le PDG. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Beneteau, mais Beneteau fabrique des bateaux et des hors-bords. Ces gens-là ont été victimes d'une cyberattaque, hein, et donc le CEO, dans une émission business, donc le PDG, dans une émission business, est venu se justifier. Et qu'est-ce qu'il dit?
il dit la chose suivante: nous avons été victimes d'une cyberattaque de grande ampleur et il a fallu restaurer un par un 500 serveurs qui étaient devenus inopérants. Le chiffre d'affaires que ça a représenté en termes de manque à gagner, donc ce n'est pas seulement d'impact sur la société en termes de production, d'achat de compétences, de serveurs ou quoi, c'est le manque à gagner pour l'organisation, 45 millions d'euros. 500 serveurs à restaurer, 45 millions d'euros. On respire 2 secondes, vous êtes une PME, PMI, déjà restaurer vos serveurs, ça se fait pas en 2-3 jours. Et puis le manque à gagner, vous savez le chiffrer facilement, hein, vous prenez votre revenu journalier, vous le multipliez par à peu près 3-4 semaines si vous êtes victime d'un ransomware qui a impacté l'ensemble de votre IT, et là vous êtes dans la fourchette basse de ce que ça va représenter. Alors ça, Beneteau, 45 millions d'euros, je ne sais pas s'il y a une assurance derrière qui a compensé une partie, mais visiblement c'est un groupe qui peut encaisser ça. Maintenant, on a d'autres situations, hein, groupe de lingerie Lise Charmel l'année passée, hein, en mars 2020, pareil, le groupe se met sous la protection par un redressement judiciaire suite à un ransomware. Ça veut dire quoi, se mettre en redressement judiciaire suite à un ransomware? Ça veut dire que le groupe Louis Charmel a constaté que devant son incapacité à restaurer son outil de production IT, donc ce qui fait tourner son outil de production, il n'est pas capable de produire, de facturer et d'encaisser. Sauf qu'à côté de ça, il a des factures de la part de ses fournisseurs, il a des salaires à payer, il a des locaux à payer, et donc il n'arrive pas à faire face à toutes les dépenses, et donc décide de faire appel à l'environnement judiciaire protecteur en France pour se mettre sous la protection. Donc là, on a quoi? On n'est plus dans un volume d'activité ou un coût qu'on est capable de gérer, mais on est dans une situation où la résilience de l'entreprise est mise à mal et ne permet pas à cette entreprise de continuer à travailler. D'accord? Alors, est-ce que c'est épisodique? J'en ai choisi 2, mais j'aurais pu en choisir plein parce que ça arrive tous les jours. Ça devient même lassant parfois parce que ici au Luxembourg, on a un journal gratuit qui s'appelle L'Essentiel. Je pense qu'il y a une thématique sur la cyber tous les 1 à 2 jours dans le journal qui explique telle société s'est fait hacker, telle société s'est fait racheter suite à une situation de hacking qui a dévalorisé la boîte et qui a permis à quelqu'un de s'acheter, etc., etc. Il n'y a pas que le FBI ou que la NSA qui se fait taper, mais le tissu économique dans sa généralité se fait taper. Donc là, on pourrait se dire, moi je suis le patron d'une entreprise, je suis entrepreneur, le jour où ça m'arrive, effectivement, je dis, mais moi je dépense de l'argent tous les jours dans la cyber, pourquoi ça ne répond pas à la problématique? Pourquoi tous les ans j'en dépense encore plus? Et le risque reste que tout le temps d'actualité, voire même s'empire parce qu'on me fait peur de plus en plus. D'accord? Et malheureusement, c'est ce qu'on constate. Hein, ce n'est pas qu'on crée artificiellement de la menace. Alors c'est vrai qu'on est dans une industrie cyber où nous, les providers de services ou les éditeurs logiciels, on a quand même une petite tendance à utiliser la peur pour favoriser les ventes. Mais aujourd'hui, je dirais, mes équipes commerciales et moi-même, on est un peu détendus parce qu'on n'a même plus besoin de faire peur. Le marché se fait peur tout seul. Donc, si on regarde un petit peu, le World Economic Forum, qu'on ne peut pas taxer comme un éditeur ou quelqu'un qui aurait un intérêt financier à positionner ça, a sorti en 2020 son dernier classement sur les risques globaux pour les organisations et les gouvernements. Et donc, si vous enlevez les 3 premiers risques qui sont pour les 2 premiers liés à effectivement ce que l'on vit, cette pandémie depuis presque 2 ans maintenant, et le 3e qui est le risque climatique, vous voyez que le 4e risque, le plus important, c'est le problématique de cyber. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait en cyber est nul et qu'il faudrait quand même changer un peu tout ça, c'est que notre dépendance à la digitalisation est de plus en plus importante. Hein, il n'y a pas un directeur IT qui n'a pas dans son roadmap le mot digitalisation comme titre principal. Donc l'adoption de nouvelles technologies, la favorisation
de l'accès à cet outil de n'importe où, n'importe quand, via n'importe quel device, qui est un peu le credo de la mobilité, qu'accentue encore une fois cette situation de Covid et l'ouverture que l'on a dû faire un peu forcée de nos systèmes d'information, crée cette dépendance et crée cet inconfort parce que, je le rappelle encore une fois, Internet n'a pas été créé pour être sécure. Internet a été créé pour être résilient, mais sa conception ne repose pas sur des fondamentaux de confidentialité, d'intégrité, qui sont essentiels à l'usage de la cybersécurité. Or, qu'est-ce qu'on fait sur ces piliers-là? Eh bien, on fait de l'économie digitale, qui est d'abord une économie de la confiance, sur lequel transitent énormément de flux et d'activités économiques. Donc ça nous donne un petit décor qui est un petit peu explosif, parce que quand vous rajoutez à ça la pénurie de compétences dans les activités de cyber et, je dirais, une forte méconnaissance des enjeux cyber au niveau de nos organisations, qu'elles soient gouvernementales, alors c'est en train de changer fortement, mais économique, on est quand même dans une situation où l'éducation est quand même fortement à améliorer, et bien on se retrouve à ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de faire ça ou de gérer ça correctement et qui donc se disent tiens, je vais souscrire à de la cyberassurance parce que les assureurs se sont dit tiens, là, il y a un nouveau marché. Donc là, je vous ai mis des stats du rapport d'AIG, qui est un acteur de la cyberassurance et qui fournit une cyberassurance. Vous constatez que mes chiffres datent de 2018 parce que 2019, AIG a arrêté de publier ce type de rapport, qui était en fait le claim report d'AIG sur le nombre de demandes d'indemnisation de la part de ses clients. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement, une assurance qui avait été pensée d'abord pour tacler le problème de la carte de crédit suite au problème de Target, etc., où on s'était dit un incident cyber qui impacte des cartes de crédit, ça va coûter le remplacement de la carte de crédit, une assurance sur une carte de crédit, un truc comme ça, donc grosso modo une centaine d'euros par carte de crédit. Aujourd'hui, se retrouve à devoir indemniser des gens comme Beneteau à 44 et quelques millions le cyber-incident. Et on voit que ça concerne tous les domaines. D'accord. Alors, je crois que c'est l'AMRAE qui, l'année passée, a sorti un rapport en France où les cyberassureurs français ont encaissé 240 millions, je crois, de primes d'assurance pour un montant de demande d'indemnisation de 340 millions. Donc, je pense que même si vous n'êtes pas tous balèzes en maths comme moi, il y a un problème sur le modèle économique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez AIG, donc, et qu'on regarde un peu son rapport, vous constatez une certaine forme de, je dirais, de globalité des impacts ou des sociétés et des secteurs concernés. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi le type d'incidents qui sont remontés. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, de la compromission via email, du ransomware et du data breach par les hackers, d'accord? Voire du data breach par la négligence d'employés. Donc, on va dire qu'à peu près, allez, on fait un calcul rapide, 20, 40, 70% des claims sont liés à quelque chose qui se passe au niveau de nos mails ou au niveau de la protection de nos datas, avec ce côté exfiltration possible. Donc, quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est ce petit communiqué qu'a fait AIG en août 2021 qui dit à partir d'aujourd'hui, nous allons réduire les limites que nous posons sur la couverture de risque de nos assurances. Nous allons demander que la couverture du risque ransomware soit faite par au moins 2 assureurs et plus un seul comme nous. Nous allons augmenter les primes d'assurance, etc. Je n'ai pas double-checké, mais je crois que ce jour-là, AIG, qui est coté en bourse, a vu son stock prendre entre 8 et 9% dans la journée. D'accord? Ce qui veut dire que les actionnaires de AIG se sont dit, là, c'est une excellente mesure pour améliorer la profitabilité de AIG. D'accord? Ce qui veut dire, sous-entendu, l'assurance cyber n'est plus la réponse magique à une insécurité de l'organisation ou un défaut de sécurisation, ce qui pouvait être une tentation assez possible, on va dire, vu les montants des assurances par certains acteurs professionnels. Donc maintenant qu'on a dit ça, regardons un petit peu pourquoi
oui, Covid a peut-être un impact sur le taux de vulnérabilité ou de malveillance que l'on a actuellement, mais regardons peut-être de manière un peu plus reculée, qu'est-ce qu'on voit. Donc, je pense que comme moi, la plupart d'entre vous qui écoutez cette conférence-là depuis ce matin, vous avez été exposés à une petite vulnérabilité qui est apparue vendredi soir, qui au début ressemblait fortement à un truc de geek dont on ne comprend rien, et qui dans le week-end s'est avéré être qualifié par certains comme la vulnérabilité la plus importante de la décade. D'accord ? Je ne vais pas aller dans le détail de la vulnérabilité, je pense que plusieurs des speakers en aborderont les concepts technologiques. Moi, je veux plutôt me positionner sur, imaginez, vous êtes une entreprise, d'accord ? Vendredi, pour les plus connectés d'entre vous, vous avez commencé à avoir des choses. Samedi, des choses, dimanche, des choses. Et puis lundi, là, avoir votre réunion de crise, si vous ne l'avez pas eu dans le week-end. Moi, j'en ai fait je ne sais pas combien le week-end passé avec certains clients en mode panique. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Je vous ai pris quelques statistiques de Checkpoint, qui est un éditeur sécurité. Voilà le graphe qu'il a produit suite à cette nouvelle vulnérabilité. Et quelque chose d'important, c'est le nombre de tentatives d'attaque qu'il a mesuré sur les services cloud qu'il opère pour certains de ses clients autour de cette vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en moins de 24 heures, ces services ont mesuré plus de 120 000 tentatives d'attaque sur les clients qu'ils surveillent. Et c'est monté en 72 heures jusqu'à plus de 830 000. D'accord ? Vous êtes une PME, PMI, il y a de fortes chances que vous ayez commencé à vous sentir concerné lundi matin en arrivant au boulot parce que vous aviez une tonne d'emails dans votre boîte aux lettres qui parlaient d'un truc que vous ne comprenez pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'on mesure là ? On mesure un certain delta ou une certaine forme de contrainte supplémentaire qui vient s'ajouter aux organisations, qui est, bien évidemment, vous faites sûrement un bon boulot pour sécuriser vos infrastructures, mais vous avez un mec et demi, deux mecs peut-être en charge de la sécu qui, le week-end, ne travaillent pas. D'accord ? Or là, tout ce qui s'est passé, c'était pendant le week-end. Vous pouvez me dire, ouais, mais d'accord, mais ok, nous, on n'était pas trop concernés, etc. Très bien. Qu'est-ce qu'on voit à côté ? Même source. En moins de 24 heures, on a vu que des groupes cybercriminels qui font typiquement du ransomware ont changé leur vecteur d'attaque pour adopter l'exploitation de cette vulnérabilité afin de perpétrer leur action de ransomware, d'exfiltration, de choses comme ça. Donc, ça veut dire quoi ? Je reprends et je reformule pour que ça soit clair pour tout le monde. En moins de 24 heures, des groupes de cybercriminels ont intégré l'exploit originel pour perpétrer des campagnes d'attaque en moins de 24 heures. D'accord ? Et attaque qui target ces groupes dont j'ai parlé, de PME, PMI ou quiconque est présent sur Internet, qui, pour la plupart d'entre eux, ont commencé à se réveiller 72 heures après, voire sont toujours en train de se réveiller parce qu'on constate que la maîtrise des périmètres applicatifs de ces entreprises est loin d'être maîtrisée. Donc là, qu'est-ce qu'on mesure par ces chiffres-là et qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est une déconnexion totale entre la capacité de réaction des organisations et la diligence et la célérité de la malveillance sur Internet. Chose qu'on avait quand même commencé à constater. Je rappelle pour tout le monde que depuis à peu près 12 mois, on a été exposé à 4-5 vulnérabilités de type conséquent, que ce soit sur Exchange, que ce soit sur les outils de Remote Access Pulse, que ce soit sur les solutions de sécurisation de Microsoft dans le cloud, etc., etc., qui, quelque part, sont en train de dessiner notre nouveau futur, c'est-à-dire on a un événement conséquent toutes les semaines. D'accord ? Donc, est-ce que les organisations sont prêtes à ça ? Moi, j'ai été invité à participer à un steering committee dans une grande assurance il y a 3 jours, où la thématique était de dire, mais Christophe, nous, on n'a pas d'astreinte, nous, on n'a pas de gens qui sont là pour travailler la nuit, les week-ends et des choses comme ça. Mais mettre ça en place, pour nous, ça a de nombreux impacts. Un, discuter avec les syndicats. Deuxièmement, voir avec les RH comment on rémunère ça. Troisièmement, s'assurer que nos collaborateurs sont en mesure de le faire. Et quatrièmement, ce que tout le monde oublie de faire, c'est donner les pouvoirs à chacun de pouvoir prendre des actions et des décisions quand cela se passe. D'accord ? Parce que ce qu'on a vécu ce week-end, c'était la décision ou pas d'arrêter des systèmes
parce qu'on était dans le noir total en termes d'impact et de conséquences. Est-ce que ce composant-là qui est exposé à Internet, je peux le couper ou pas? Vous avez dû voir toute une série de sites web qui ont été arrêtés pendant une période de temps, juste parce qu'on ne sait pas. Ça vous rappelle peut-être quand Renault avait mis ses usines en chômage technique suite à NotPetya, parce qu'on ne savait pas si potentiellement c'était impactable ou pas. Donc ça, c'est une réalité pour le chef d'entreprise qui avait déjà du mal à gérer la cyber telle qu'elle est aujourd'hui, de se retrouver face en fait à quelque chose qui va plus vite que lui. Et donc les premiers constats, c'est quoi? Je pense que tout le monde le vit en ce moment, où ils sont les développeurs qui sont capables de nous sortir un inventaire de où ils ont mis cette satanée librairie. J'ai eu encore une discussion ce matin où un patron d'entreprise, enfin le patron de l'équipe IT m'a dit, mais Christophe, nous, on a changé de stratégie IT il y a 3 ans, on a outsourcé tous nos développements, donc je n'ai plus de développeurs qui ont un historique sur tout ce qu'on a pondu, et surtout, je n'ai pas le code source de tous les trucs qu'on a développés. Donc combien d'entre eux ont déployé cette librairie? J'en sais rien. D'accord? Donc ça, on avait déjà le cas avec je dirais la CMDB, ou l'Asset Inventory, ou l'Arlésienne, on pourrait l'appeler, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas encore rencontré une entreprise qui a une CMDB à jour et qui est capable de m'en sortir une vue instantanée. Mais là, on va un peu plus loin dans la difficulté, c'est que ce n'est pas seulement les assets applicatifs que l'on veut, c'est les librairies qui ont été utilisées. Donc là, on rentre dans une zone noire qu'on n'est pas prêt d'avoir clarifié en termes de capacité des organisations à avoir une vue sur ces sujets-là. Le deuxième problème, c'est l'autorité. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a vu des responsables sécurité en mode crise, énervés comme pas possible de découvrir la non-maîtrise qu'ils ont de tout un parc, ou du moins la non-maîtrise que l'organisation a sur tout un parc applicatif, mais aussi la difficulté parfois de dire, là, si on ne sait pas, on arrête. Vous avez une plateforme de paiement qui tourne. Je ne suis pas sûr que dans toutes les organisations, le responsable de la sécurité, un week-end, il est capable d'arrêter la plateforme qui permet de faire tourner la boîte. Et je ne parle pas de toutes ces boîtes de start-up qui nous arrivent avec des nouvelles technologies dans le monde de la fintech, pour qui la cybersécurité, c'est quelque chose qui viendra quand on sera profitable. Donc là, on se retrouve avec un problème d'autorité, ou plutôt de processus de décision dans les organisations. À partir de quand on décide qu'on arrête quelque chose, quitte à ce que ça nuise à la profitabilité de la société, ou tout au moins à la continuité des opérations. Qui décide que le risque auquel on est exposé est trop conséquent par rapport à, je dirais, continuer nos opérations. Troisième point, dissociation entre développement et sécurité. Donc, effectivement, les gens de la cyber, pour la plupart d'entre nous, on vient du monde du réseau, d'accord? Donc, on est à l'aise avec ces sujets-là, donc on a une pseudo-maîtrise de ces périmètres-là. Mais quid quand on commence à aborder tous ces environnements de développement qui travaillent en mode agile, avec des technos de DevOps et des choses comme ça, où on a une totale absence de visibilité de tous les composants qui sont implémentés. Je discutais encore avec un acteur français qui s'appelle Peppermate, qui a fait un petit robot qui tourne, pour aller voir, je crois qu'il y a un freemium autour de ça. C'est un petit truc tout bête qui fait quoi? Qui surfe un site web et qui vous sort tous les composants logiciels qui sont sur votre site web. Quand vous comparez le nombre de composants logiciels qui tournent sur votre site web professionnel et la base de données que vous avez de suivi des problèmes de sécurité et des patchs, vous verrez que si vous en avez 15%, c'est le bout du monde. D'accord? Donc là, on a un problème important de reprendre, je dirais, la sécurité pour beaucoup d'organisations avec un scope qui est beaucoup plus large que notre sécurité périmétrique ou data traditionnelle, et vraiment reprendre la possession de ces périmètres qui, maintenant qu'ils deviennent de plus en plus exposés sur Internet, accélère ce besoin de célérité et de réponse des organisations, comme je vous en ai parlé juste avant. Le quatrième point, c'est l'incompréhension ou la compréhension du risque. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire deux choses. Les gens qui, avant dimanche soir, avaient une vue claire et nette des risques que faisait porter ce problème au sein d'une librairie sur le SI de l'entreprise, moi, je n'en ai pas rencontré beaucoup.
voyez, j'en ai même quelques ciseaux là, de nos clients qui, lundi matin, m'ont appelé en disant Christophe, j'ai dit que c'est passé des trucs ce week-end, là, je ne comprends rien à tous les mails que j'ai reçus, j'ai une réunion de crise dans 1 heure, tu peux me donner un peu de visibilité pour que je sois un peu crédible. Vous voyez, donc, ça peut faire sourire 5 minutes, mais ça ne l'est pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, compréhension du risque, et c'est un point important par lequel je conclurai d'ailleurs cette présentation, c'est que la compréhension du risque, elle est portée par le métier. D'accord ? C'est le métier qui doit qualifier si le risque que fait porter cet incident cyber ou cette menace cyber justifie ou pas qu'on arrête les systèmes de business. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les organisations ? Le responsable métier, il est accountable ou il est responsable et il est mesuré sur la performance de son activité métier, mais absolument pas lié au risque cyber que ces décisions font porter sur l'organisation. Et donc là, qui fait l'arbitrage ? Généralement le management, en prenant en considération que le mec de la fonction support de la Sécu, je le considérerai, mais je préfère celui qui me dit qu'il va me ramener tant de business si je fais comme ça avec mon application. D'accord ? Et ce syndrome de l'officier sécurité, dont le principal mot est non, parce que ça fait courir des risques trop importants. Donc ça, c'est une problématique, je pense, mais qui évolue dans les organisations, mais qui reste, de mon point de vue, un problème fondamental. Moi, je fais beaucoup de sessions d'awareness auprès de board et auprès de COMEX. Ma première phrase d'introduction, c'est pourquoi vous êtes le principal responsable, messieurs, de l'insécurité de votre organisation. D'accord ? Et je pense qu'on doit continuer à faire ça. Je ne dis pas que les gens de la sécurité sont exempts de tout reproche, mais je dis la cybersécurité n'est pas une fonction de support. Or, aujourd'hui, elle est très souvent considérée comme ça dans les organisations. Je l'ai mentionné tout à l'heure, astreinte et urgence, est-ce que l'entreprise est taillée pour pouvoir travailler quand la menace est manifeste ? Donc, non, désolé, tous les cybermalveillants n'habitent pas dans le même fuseau horaire que vous et ne travaillent pas de 8h à 18h comme la plupart d'entre vous. Donc, comment on gère ça ? Est-ce que l'entreprise est prête à supporter ces coûts supplémentaires ? Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'astreinte ? Est-ce qu'on a des partenaires sur lesquels on peut être, je dirais, s'appuyer pour pouvoir couvrir cette exposition que l'on a ? Enfin, comment peut-on imaginer gérer une crise si on ne s'est jamais mis dans la posture de dire ça peut nous arriver ? Je ne sais pas combien de nos clients nous appellent suite à un incident cyber, sollicitent nos équipes d'incident response et n'ont pas le début d'une idée de comment ils doivent organiser ça, que ce soit en termes de communication, d'action, de qui fait quoi, de qui a le droit de faire quoi. Et donc, on peut pas continuer comme ça à se voiler la face en croyant que Internet, c'est juste des adolescents boutonneux qui, de temps en temps, font des trucs pour se faire plaisir. Ça peut pas. Ça peut pas parce que sinon, on continuera à avoir ce que l'on vit, c'est-à-dire des entreprises qui sont frappées régulièrement et pour lesquelles on a l'impression que le COMEX découvre que, ah tiens, ça existe, il y a des méchants qui nous mettent par terre en termes d'IT, je croyais que ça n'allait occuper que les autres. Donc, sur base de ça, il faut quand même 2 secondes prendre le temps de regarder c'est quoi la malveillance aujourd'hui. Donc, je vous ai pris toujours la même source, c'est le rapport de March. Profil de la malveillance, 65%. 65% menaces opportunistes. Vous êtes présent sur Internet, vous avez une adresse IP, bam. Dans 65% des cas, vous risquez d'être pêché par ce type de population. Des gens qui ne savent pas qui vous êtes, mais vous existez digitalement. Vous êtes un target, je teste, ça marche, ça marche pas, je passe à celui d'à côté. D'accord ? 30% des menaces ciblées, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui présente un profil qui m'intéresse, soit par votre secteur d'activité, soit parce que, je dirais, quelque part, vous m'intéressez particulièrement. Et donc là, le problème, c'est qu'il y a de la motivation et je vais y passer du temps parce que il y a quelque part un intérêt pour moi de le faire. 5% des cas de la menace diffuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit des choses qu'on ne sait pas classifier, soit du gouvernemental. Voilà. Donc des choses où généralement on a quand même soit des moyens disproportionnés par rapport à ce qu'on est capable d'encaisser, soit on ne sait pas trop pourquoi ça arrive et comment ça arrive et on n'a pas su faire de l'attrition par rapport à ça.
Une fois qu'on a la menace, hein, c'est comme dans la cour de récréation quand vous étiez jeune, hein, avant de faire une bagarre, vous regardez quelle est la chance que le grand, le costaud, il s'intéresse à moi. Et s'il est grand et costaud, quel est le type de muscle que je dois avoir? Ou est-ce que je dois avoir d'autres copains pour m'aider? Ou alors je m'achète des baskets pour courir le plus vite que la plupart des gens en face de moi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Par rapport au sample de March, on voit que 21% des attaquants impliqués dans ces claims, ce sont des groupes mafieux ou de la criminalité organisée. Donc, ce n'est pas mon adolescent de je ne sais quoi, c'est un groupe organisé qui a trouvé dans la cyber un nouveau vecteur de, je dirais, d'opportunité business, tout simplement. D'accord? Quelle est la probabilité qu'il se fasse attraper? On voit bien les annonces que l'on a régulièrement, que très peu. Et si je prends l'exemple de Emotet, hein, les mecs se sont fait attraper, visiblement on avait démantelé tout ça, et puis boum, quelques temps après, je pense que les mecs étaient en manque de cash, et on relance les opérations. Et donc là, on a ce deuxième groupe d'individus qui en fait, on appelle ça des pirates, des hackers, ce que vous voulez, donc des gens qui trouvent un intérêt financier ou intellectuel, on l'appellera comme on veut, à exploiter les compétences qu'ils ont pour perpétrer ce type d'opération. Donc, à deux, on est à presque 50% des attaques. D'accord? Le troisième, cybercriminel, là, on est carrément dans l'industrie du business. Hein, les mecs, ils achètent des services et puis ils les exploitent parce qu'eux, ils savent valoriser ce qu'ils vont récupérer de tout ça. D'accord? Donc, une fois qu'on a regardé tout ça, la question qu'on se pose, c'est oulala, mais là, on n'est plus dans de l'opportuniste. Hein, si on regarde les 17% là, de script Killy, ou les 8% de gens qui sont plutôt internes et qui ont peut-être des revendications, qui sont simplement mon boss veut me virer ou m'ennuie tous les jours, donc je vais lui en mettre une dans la tête. Et nous, on a quand même vu ça cette semaine, où des mecs en interne testaient la vulnérabilité eux-mêmes sur les systèmes de la boîte. On se dit, mais d'accord, mais c'est pas ton job. Mais donc, on voit quand même qu'on a plus de 70% des profils d'attaquants qui sont là pour des raisons de business. Donc, si les mecs qui sont là et qui font du business, vous, quand vous faites un business qui marche où le risque est limité, vous continuez. Donc, je ne vois pas pourquoi ces gens-là vont s'arrêter. D'accord? Donc, ça veut dire quoi pour une organisation? Imaginons 2 secondes, vous êtes le patron d'une entreprise. Voilà les statistiques que je vous ai sorties, nous, de ce qu'on vit auprès de nos clients. Alors, l'année passée, c'était une 60aine d'incidents qu'on a eu à gérer. Cette année, à fin octobre, on était à 120 incidents. À peu près 15% d'entre eux concernent des ransomware sur la Belgique et le Luxembourg. J'ai jeté un œil sur la présentation de Weston qu'ils ont fait lors des assises de la sécurité. Je trouve que les chiffres sont un peu dans les mêmes magnitudes, donc ce n'est pas propre à nous. On pourrait commencer à dire que ça reflète un petit peu ce qui se passe. Concrètement, la question qu'on doit poser quand vous êtes victime de ransomware, est-ce que vous êtes capable, vous, responsable d'une entreprise, de travailler sans IT? Et quand je dis sans IT, ce n'est pas 2 heures ou 4 heures, c'est 3 semaines et demie la moyenne que l'on constate, nous, chez les clients victimes de ransomware, entre le moment où ils déclenchent notre intervention et le moment où l'IT est restauré. Pourquoi ça? Parce qu'il nous faut entre 10 et 12 jours pour comprendre ce qui s'est passé, d'où viennent les gens, quand est-ce qu'ils sont rentrés. Parfois, on constate que les gens sont rentrés il y a plus de 6 mois. Hein. Combien d'entre vous gardez des traces dans vos systèmes au-delà de 6 mois? Très peu. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas dire ce qui s'est passé exactement et qu'on subodore quelque chose. Donc, au bout de 10 à 12 jours, vous n'avez plus d'Internet, hein, pendant lesquels pas de mail sortant, pas de mail entrant, pas d'accès web, pas de e-banking, pas de tout ce que vous voulez. Hein. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, après 2 heures sans votre téléphone, vous êtes déjà en mode junkie. Imaginez ce que ça veut dire entre 10 et 12 jours, où vous n'êtes pas capable d'expliquer à vos clients quand est-ce que ça va revenir. Je vous laisse 2 secondes réfléchir autour de ça. Une fois qu'on a identifié, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut reconstruire l'IT, parce que généralement, quand ils rentrent chez vous et qu'ils ransomware, ils ne ransomware pas juste un printeur d'imprimante ou un spooler d'imprimante. Donc, bien sûr, l'Active Directory, le mail, etc. Donc ça, si vous avez des équipes IT qui sont préparées à ça, entre 1 et 3 semaines en moyenne. Vous avez vu Beneteau, 500 serveurs. Donc, imaginez-vous, si vous prenez votre échantillon de serveurs, je ne sais pas, imaginez vous avez 20 serveurs. Si vos équipes sont en mode toujours à 2.extal, next, 20 serveurs, vous en avez facilement pour 1 mois et demi à réinstaller ça, sous réserve
que le mec de l'IT ne vous claque pas sa dème parce que travailler en mode crise 24 heures sur 24 pendant un mois et demi, soit sa femme lui met un ultimatum, soit le mec il craque. Donc là, une fois qu'on a reconstruit l'IT, ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 semaines, on est opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, maintenant, il faut restaurer les données métiers. D'accord? Donc, votre message vis-à-vis des équipes métiers, c'est quoi? Messieurs, j'ai une bonne nouvelle. L'IT est de retour. J'en ai une moins bonne. C'est que les 3, 4, 5, 6 derniers mois de data sur lesquels vous avez travaillé, on ne les truste plus. Quand on les a, hein. Nous, on a une organisation qui a fait quelques présentations sur le sujet à Luxembourg, qui explique que depuis 1 an, 12 mois, ils sont en train d'essayer de recréer leur comptabilité parce qu'ils ont perdu comptabilité client, fournisseur, etc. Et donc, ils doivent contacter leurs clients pour leur demander vous pouvez nous rappeler où vous en étiez des paiements, etc., les contrats, les plans d'architecture, etc., etc. D'accord? Donc, on comprend bien mieux pourquoi Louis Charmel a quelques difficultés à retourner au business. On peut comprendre pourquoi on parle de 43 millions dans le cas de Beneteau, etc., etc. Et si ce n'est pas assez clair pour vous, je vous ai mis là 4 petits bullet points. Imaginez lundi matin, vous arrivez au boulot et votre directeur de l'IT vous dit on n'a plus d'IT. D'accord? Donc maintenant, on appelle qui? Ah, ben les points de contact sont dans mon fichier Excel. Ah oui, mais ton fichier Excel, on ne l'a plus. Est-ce que tu sais appeler ton fournisseur? Ah, d'accord, ben, je ne sais pas, je ne m'étais pas préparé à ça. D'accord? Donc, on n'a plus confiance dans le système d'information, voire il n'existe plus. Voilà. Deuxième chose, on doit contenir l'attaque lorsqu'elle se produit. D'accord? Donc, identifier, c'est comme le problème du Covid. D'accord? Pour pouvoir commencer à lutter contre le Covid, encore faut-il savoir d'où il est arrivé, comment il est arrivé, attraper le patient zéro, commencer à le décortiquer, et puis après, suivre son évolution parce qu'on a une certaine forme de réactivité, d'adaptabilité par les pas gentils qui sont dans ce monde-là. D'accord? Et malheureusement, en cyber, l'incident cyber, ce n'est pas comme d'autres activités, plus c'est long et plus c'est pas bon. D'accord? Donc, plus c'est long et plus vous prenez du temps à contenir la situation, et plus cher ça vous coûtera. Même chose que pour le Covid. Assez simple d'analogie que je pense tout le monde comprend. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à travailler sans informatique? Vous avez entendu, quelques hôpitaux ont récemment été impactés. Retour au papier. Mais retour au papier, ce n'est pas neutre, parce que comment on annule tous les rendez-vous qui avaient été pris pour pouvoir, je dirais, fonctionner, c'est-à-dire faire les interventions, faire les opérations. On n'a plus l'outil IT, donc on ne sait plus qui était convoqué, qui n'était pas. Donc la tentation est assez rapide de communiquer sur les réseaux ou publiquement qu'on vit un cyberincident. Mais donc, la retour, ça va être quoi? On va vous demander qu'est-ce qui se passe. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe parce que votre fournisseur qui fait le forensic, il vous a dit qu'il lui faut 10 à 12 jours pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, la posture, si vous n'êtes pas prêt, ça va être de dire écoutez, on vit un cyberincident. La bonne nouvelle, c'est qu'on contrôle totalement ce qui se passe. Donc, n'ayez pas peur et on vous donnera des détails plus tard. Et puis là, comme les groupes malveillants, eux, ils vous monitorent. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Un groupe malveillant qui publie une photo de la console d'administration du serveur mail où il dit ouais, alors ils sont en contrôle, mais moi je suis aussi en contrôle de leur interface mail, ou voire même, j'ai vu récemment, les mecs ils lisaient en même temps que l'équipe d'incident response le canal de Slack qui avait été setupé par l'équipe incident response chez ce client-là. Donc les mecs avaient aussi compromis le Slack qu'ils utilisaient. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la différence de muscles et de préparation des deux côtés. D'accord? Mais donc, si vous n'êtes pas projeté dans le fait que ça peut vous arriver, il y a peu de chances que vous avez une bonne idée des datas que vous avez besoin, de qu'est-ce qui vous permet de commencer. Et très souvent, je commence par mes interventions sur la résilience à poser au COMEX une seule question. Si j'arrête l'outil informatique, d'après vous, individuellement, pendant combien de temps vous êtes capable de livrer vos clients? Je l'ai fait encore hier chez un industriel. La réponse allait de 2 heures par le responsable de la logistique à 3 semaines par le responsable des ventes. D'accord? Donc, quelle est la problématique de ça? C'est que dans le conseil, le COMEX, on n'est pas tous alignés sur ce que représente l'impact d'un incident cyber. Comment on peut, je dirais, avoir des décisions structurées sur l'intensité de l'investissement pour être capable de réagir? Parce que réagir en 2 heures
ou réagir sachant qu'on a 3 semaines, ce n'est pas la même chose. Donc, si le management il n'est pas déjà aligné à cette simple question, mais l'IT peut faire le grand écart facial comme il veut, ça ne marchera pas. Il y a un désalignement entre la perception du business des gens et la résilience de l'organisation au niveau du management et la fonction de support. Donc, dans quelle mesure les deux peuvent fonctionner correctement et avec une cohérence? Ce n'est pas possible. D'accord? Donc maintenant, si vous doutez encore, hein, vulnérabilité, on en a vécu deux. Je pense que ceux qui suivent le marché français connaissent Zerodium. Hein. Avant, ça s'appelait Vulpen. On les a découverts lors de ConseQuest au Canada il y a quelques années quand ils n'ont pas voulu discloser à Google la vulnérabilité sur Google Chrome. Et ces gens-là achètent de la vulnérabilité 0D. Je suis allé hier faire un print screen de leur site web sur lequel voilà le montant des bounties. Donc, voilà combien ils achètent des vulnérabilités de 0D. Alors, je n'ai pas pris sur les mobiles parce que c'est démoralisant. Là, j'ai pris sur serveur et poste de travail. Donc, une vulnérabilité Windows de type Remote Call Code Execution avec 0 clic. En gros, à distance, je prends la main sur ton serveur sans que tu aies à cliquer quoi que ce soit. J'achète ça $1 million. D'accord? Donc, Zerodium, ce n'est pas une œuvre de bienfaisance. Donc, s'ils achètent ça $1 million, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'achètent bien plus cher. D'accord? Et donc, si ces gens-là achètent un truc à $1 million, c'est bien qu'ils l'utilisent pour générer du business supérieur à ce qu'ils ont acheté. Sinon, il y a un petit problème économique. Donc, non, malheureusement, les vulnérabilités ne sont pas, je dirais, la cause de un mec qui bénévolement s'est dit tiens, je vais lire un peu de code source ce week-end et trouver une vulnérabilité dans OpenSSL, dans Log4j, mais bien une économie qui s'installe et qui est là pour durer et qui fait du profit. D'accord? Ces gens-là sont assez créatifs. Je vous mets là un truc qui vient de sortir. Là, j'ai attrapé ça il y a une semaine. Vous vous rappelez, là, il y a un mois et demi, je crois, ces gens, quand ils vous attaquent et qu'ils font du ransomware, ils vous font payer en crypto. D'accord? Donc, oui, il y a le fantasme de considérer que la crypto-monnaie n'est pas traçable, mais dans les faits, il suffit de tracer les transactions, on a les adresses des wallets, et donc on peut avoir une petite forme de monitoring de ces activités-là, comme on peut faire du passif DNS et trouver ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a 2 mois, là, quand la plateforme de trading s'est fait piquer 600 millions de dollars en crypto via 3 adresses, au bout de 4-5 jours, les mecs ont rendu l'argent parce qu'ils se doutaient bien qu'ils allaient se faire choper. Donc là, on a des nouveaux cybercriminels qui viennent de lancer un nouveau service qui s'appelle CryptoMixer et qui vise à quoi? Tu viens d'extorquer 10-12 millions de dollars d'une boîte en termes de crypto via du Bitcoin. Tu sais qu'il y a des chances que ces 12 millions, ils vont être traqués. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez ce CryptoMixer et lui, il prend ton gros montant, il découpe en plein de petits bitcoins sur plein de nouvelles adresses qu'il vient de créer et il crée comme ça de nouveaux comptes qui sont propres et qui n'ont pas de traces. Et comme ça, alors je vais te prendre, je ne sais pas moi, une commission, là, eux, ils mentionnent 1 à 3%, c'est même pas cher, hein, donc why not de ne pas utiliser. Et là, on rentre dans l'intraçabilité. Pas dans l'anonyme, mais l'intraçabilité. Donc les mecs sont créatifs en termes de business. Hein. Résultat, probabilité qu'ils se fassent attraper. Je ne sais pas si vous faites comme moi, je regarde de temps en temps les news de Interpol. 4 octobre 2021, ils arrêtent un gang en Ukraine de ransomware. En gros, si vous regardez, ils ont récupéré 375 000 en cash, 217 000 en termes de véhicules de luxe et 1,3 million en crypto. Ouais, d'accord. Mais ce groupe-là, il demande des rançons qui allaient jusqu'à 70 millions. Donc, ils sont où le reste de l'argent? D'accord. Ceux qu'on a arrêtés, là, ils en ont fait quoi? Ils ont brûlé les cryptos. D'accord. Surtout que quand on voit la photo de l'arrestation, on voit que le local, là, a rien d'être une baraque de luxe qu'il aurait pu acheter à 20 millions de dollars à Marbella ou je ne sais pas quoi. Et vu le look, ça m'a l'air plutôt d'être un étudiant ou quelqu'un qui a des revenus modestes que quelqu'un qui brasse des dizaines de millions de dollars de revenus. Et pourquoi ça? Eh bien, deuxième annonce de Interpol qui est publiée le 26 novembre, ils ont arrêté plus de 1000 personnes et récupéré 27 millions dans du quoi? Eh bien, du blanchiment d'argent ou blanchiment de crypto-monnaie. D'accord? Donc, comme dans la drogue, eh bien, des réseaux criminels embauchent des mules, font transiter une partie de l'argent via ces mules et nettoient l'argent de ce fait-là. Donc là, on est dans l'illustration totale de ce que j'appelle le ransomware. Alors, le FBI nous publie bien des annonces de recherche sur les mecs, mais ça, c'est les mecs qui font tourner la crypto ou le ransom.
ce n'est pas les mecs qui nettoient et qui touchent le bénéfice de ces actes-là. Donc, comme dans la criminalité organisée traditionnelle, il n'y a pas de raison qu'on soit, je dirais, dans une dynamique descendante de cette activité-là. Enfin, je vous ai mis un petit cas là, parce que souvent on me dit il suffit que je paye plus et ça ira. Donc Manutan, boîte française, ils sortent d'une cyberattaque le 21 et les mecs ils se disent nous on a contacté Microsoft parce qu'on a un contrat de support avec Microsoft et donc ils ont une équipe d'intervention en réponse. Microsoft, et ça je ne l'ai pas inventé, c'est texto dans l'article que vous pouvez aller lire, le patron de l'IT dit mais moi Microsoft m'a dit qu'il pouvait intervenir sous 12 semaines, sous 2 semaines, peut-être 3. C'est encore sympa. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'en suis à peu près un client, un prospect plutôt qui nous appelle pour demander du support sur de l'attaque cyber, à qui on dit on ne peut pas venir. Donc là, 3 semaines. Et le mec, il dit, mais nous, on ne peut pas. On a 800 serveurs à gérer. Donc, on ne peut pas gérer les mises à jour telles que les sortent Microsoft et tous les autres, parce que ça veut dire j'ai une armée de gens qui font de la mise à jour, parce que je rappelle à tout le monde, faire la mise à jour, ce n'est pas juste installer un patch, mais c'est aussi s'assurer que le patch n'impacte pas la production, etc., etc. Donc là, on arrive dans les limites du système. Même si les patchs existent, on n'est pas capable, comme ce week-end, de patcher les systèmes en moins de 2 heures, parce que les effets de bord risquent d'être plus importants encore que les résultats. Je rappelle quand même à tout le monde que les vulnérabilités apparaissent parce que nos équipes de développement ne sont pas forcément en mesure de produire du code qui n'est pas safe, et ce sont les mêmes équipes de développement qui nous développent les patchs. Donc, il n'y a pas de raison non plus de croire que les patchs sont exempts de problématiques lorsqu'on les reçoit. Donc, 5 raisons majeures de mon point de vue qui seraient un bon sujet pour l'ensemble des dirigeants qui assistent à cette intervention. D'abord, assurez-vous que les objectifs sont communs entre métier et opération. Si vous mettez des targets de faire un maximum de business par l'équipe métier qui est en charge de la plateforme de e-commerce, vous ne pouvez pas demander aux mecs de la sécurité d'avoir le pouvoir de dire non, on arrête la plateforme, parce que les deux objectifs sont différents. Donc, est-ce que vous avez intégré l'alignement de ça pour que votre stratégie cyber soit cohérente? Deuxièmement, je l'ai dit, je le répète, la cyber, c'est d'abord une stratégie, donc c'est une responsabilité du management, et les équipes, qu'elles soient opérationnelles, IT, cyber ou ce que vous voulez, ne sont là que pour exécuter cette stratégie. Bien sûr, elles sont un support pour l'élaboration, mais on ne peut pas considérer, et c'est, je pense, un gros souci aujourd'hui, que la cyber, c'est juste un problème des mecs de l'IT. Non et non. Troisièmement, nous travaillons, dans mon cas, beaucoup avec le monde de la finance. Non, la conformité, la compliance n'est pas équivalente à la sécurité. Ce n'est pas parce que vous êtes conforme que vous êtes sécurisé. Le problème, c'est que beaucoup trop de gens dans ces organisations sont incentivés sur des critères de conformité et d'audit. Si tu as des cases rouges, tu n'auras pas ton bonus. Si tu as des cases rouges, on va payer plus, etc., etc. Et donc, on ne te demande pas d'être plus sécure, on te demande de limiter les rouges dans nos rapports de non-conformité. Donc, tant qu'on aura cette posture-là, c'est ce qu'on appelle faire l'autruche et mettre la tête dans le sable, ça ne marchera pas. Quatrièmement, c'est bien sûr, on a tout le temps cette discussion, j'ai pas assez de budget, etc. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on vous donne plus de pognon pour pouvoir régler les problèmes au cas par cas qu'on les règle. Là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que même si vous avez des sous, même si vous avez des muscles, on ne peut pas traiter le problème de la vulnérabilité qu'on retrouve parce que ça va bien plus loin. On parle de process, on parle de documentation, on parle de récurrence et on parle d'une approche globale. Donc, ce n'est pas parce que chaque fois que j'ai un souci de sécurité, je monte au bord pour prendre un budget et qu'on me le donne que j'aurai réglé le problème. Malheureusement, dans la façon dont on le fait en tant que professionnel de la sécurité, c'est une perception que peuvent avoir le management aujourd'hui. Je sais que c'est important. Chaque fois qu'il me demande un truc, il a bien structuré, je lui donne. Ben, malheureusement, ça manque un peu d'ampleur et de programmes de cyber plutôt que d'actions au cas par cas. Le dernier point, première question qu'on devrait poser à tous les dirigeants d'entreprise, quel est ton appétit au risque pour ton organisation et qui porte la responsabilité? Et ne me dis pas c'est l'homme cyber, parce que non, c'est toi le dirigeant. Donc le dirigeant est accountable pour ça. Donc si le process de l'appétit au risque, il n'est pas clair, il n'a pas été décliné aussi bien dans les métiers que dans les opérations, en ce qu'il signifie comme risque et comme obligation, on ne réglera pas le problème.
Donc, je dirais, j'aime bien finir mes interventions par qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a écouté cette conférence qui nous a mis le moral dans les chaussettes. On va boire un petit coup, on se relaxe. Et puis lundi matin, quand on arrive au boulot, voilà les actions sur lesquelles on se met à travailler. Premièrement, est-ce que je connais le risque de mon organisation? Est-ce que je connais mes assets et mes procédures? Ça fait des siècles qu'on parle de ça, ça s'appelle CMDB, ça s'appelle Asset Inventory, vous l'appelez comme vous voulez, mais tant qu'on n'a pas fait ça, ce qu'on appelle de l'hygiène de base, comme le qualifie Nancy, alors ça n'a rien de sexy, mais comment peut-on protéger quelque chose qu'on ne connaît pas? Et si certains d'entre vous avaient la réponse, eh ben, je vous propose d'en discuter autour de ce qu'on a vécu ce week-end, parce que ça démontre que non, on n'est pas en contrôle. Deuxièmement, vous avez sécurisé, très bien. Maintenant, est-ce que vous avez capacité aujourd'hui à détecter des choses qui se passent dans votre système d'information qui ne devraient pas? Et si vous avez cette capacité, est-ce que vous êtes capable de répondre? Troisièmement, est-ce que vous avez géré une crise? Je suis quand même assez hallucinant du nombre de clients qui ont un plan de continuité ou un plan de recovery dans lequel l'incident cyber n'a jamais été intégré. Ça me paraît... alors, c'est peut-être parce que je deviens vieux et usé, mais je ne comprends pas. C'est comme si on me dit, je sais qu'il y a la grippe, mais je ne vois pas pourquoi je devrais m'en soucier. On doit s'en soucier parce que ça peut nous arriver, malheureusement. Quatrièmement, ce n'est pas parce qu'on a fait du beau papier, des fichiers Excel ou tout ce qu'on veut, ça s'appelle conformité, que c'est la réalité. Donc, les choses n'existent que quand on les a testées et que quand on a vu les limites de la conception par rapport à la réalisation. D'accord ? Et je rajouterai dans des situations qui ressemblent à ce qu'on va vivre, c'est-à-dire les week-ends, les nuits, à des moments où il n'y a pas les ressources et dans des moments où on avait d'autres priorités business à gérer. Et enfin, un dernier point, et seulement ça, une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller discuter avec son assureur, parce que lui, il va demander aussi des preuves que ce que vous avez fait est au minimum en ligne avec les bonnes pratiques. Et le pendant de votre cyberassurance, c'est d'être capable d'avoir des gens qui peuvent vous accompagner, que ce soit en interne ou en externe, le jour où vous êtes face à cette situation de crise et à ces incidents. Si ça, ce n'est pas à l'agenda du dirigeant de l'entreprise et qu'il n'a pas moyen de questionner ses équipes opérationnelles, il n'y a pas de mystère. Je vous ai épargné ma petite photo d'Einstein qui dit ce qui est la stupidité, c'est de refaire les mêmes choses et d'espérer des résultats différents. Et bien voilà, si on espère que parce qu'on a dit un jour qu'on a loué des budgets à la sécurité, ça allait se régler et que ce n'est pas une problématique du top management, infortunément, on constate qu'aujourd'hui, que c'est une des raisons principales de la failure de la réponse des professionnels de la cyber à la résilience des organisations. Voilà, je vous remercie d'avoir survécu à ma présentation. Je vous ai mis en introduction et je vous aurai les slides, je crois, et le replay Tout à fait. pour continuer cette discussion qui m'intéresse et j'irai challenger un peu ce que je dis, qui est volontairement un peu provocatif, histoire de sortir de nos ordres de confort et d'accepter les choses comme si on ne pouvait pas changer les choses. Oui, merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Donc moi, je suis toujours épaté par tes presses depuis maintenant 2 ans, parce que c'est vrai, ça va faire 2 ans là bientôt. Donc un grand merci à nouveau d'avoir répondu présent pour cette deuxième édition. Et donc effectivement, on a encore un peu de temps. Donc si vous avez des questions à poser à Christophe, vraiment, il ne faut pas hésiter. Vous levez la main, j'active le micro et on pose en direct, c'est plus interactif. Donc, n'hésitez pas une seconde et il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, allez-y, levez la main. Et je sais qu'il y avait Hamza déjà. Hamza, tu avais une remarque déjà, parce que j'ai vu tes réactions sur le chat. Ouais, effectivement, je tenais juste à dire que c'était vraiment, enfin, c'est déjà merci pour les rétextes. Donc, c'est exactement ce que je remarque aussi sur le terrain. Et notamment et malheureusement, surtout sur la partie investissement et sur la partie séparation disons, des pouvoirs, si on veut, sur la partie managériale, qui parfois va bafouer tous les efforts ou la motivation
donc Opérationnel. de la couche opérationnelle ou technique ou du département technique malheureusement. Mais je pense que d'ailleurs, faut mettre vraiment l'accent là-dessus. Donc vraiment que ça soit, enfin, c'est vraiment la sensibilisation qu'il faut avoir parce que là, en fait, on fait beaucoup de techniques, on fait beaucoup de sensibilisation, enfin, test d'intrusion, tout ce qu'on veut, c'est bien tout ça. Du durcissement, bah, tout ça, c'est bien beau. Voilà, ça fait rêver un petit peu aussi derrière. Mais voilà, dans la réalité des choses, donc moi, personnellement, quand je vais proposer un produit, un service ou autre chez un client, bah, le problème, c'est déjà qu'ils l'acceptent et qu'ils comprennent et qu'on sorte un petit peu de cette. Donc pour moi, c'est vraiment un esprit. Donc on retrouve beaucoup, malheureusement, dans le monde francophone, beaucoup plus que dans le monde anglophone. Mais vraiment, il faut sortir de cet esprit carré, voilà, de toujours avoir la prise de décision qui va venir de la couche managériale parce qu'ils ne vont pas forcément quantifier le risque. Et je pense qu'il faudrait vraiment voilà, en parler un petit peu plus souvent et partager vraiment de plus en plus de rétex. Parce que ça soit nous en tant que, voilà, disons, prestataire entre parenthèses, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour n'importe quelle entreprise. Et après, on vient pleurer. Voilà, on n'a pas fait pourquoi, ou on vient voilà, donner des leçons aux gens qui vont s'occuper de la partie technique, alors qu'en fait, c'est la prise de décision qui doit être vraiment prise assez rapidement et voilà, donc c'était juste quelque chose que je voulais rajouter entre parenthèses. Ok. Mais tu as raison. Hein. On a eu au Luxembourg, là, je vous en ai parlé sans citer, mais donc une boîte qui fait de la construction qui a été victime d'un ransomware. Et première fois que je vois ça, le CFO, donc le directeur financier de la société, je pense en un an, a dû participer à 2, 3 conférences autour de ça et a fait un retour d'expérience sur ce qu'ils ont vécu. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant, hein, parce qu'on est quand même, nous, dans un univers où être victime d'une attaque cyber, c'est un peu comme si on avait attrapé une maladie sexuellement transmissible. Hein, personne n'en parle, tout le monde met ça sous le tapis, ça n'a jamais d'importance, etc. Mais ça juste ne se déploie. Et donc, j'ai discuté un peu avec lui et il me dit le nombre de coups de fil que j'ai reçus de directeurs financiers qui veulent comprendre pour en fait poser les bonnes questions. Parce que le souci qu'on voit souvent, c'est que, alors, d'une part, nous, on a fait le sondage chez nos clients, le sujet de la cybersécurité dans le conseil d'administration, c'est en moyenne 15 minutes par an. Donc, en gros, ça n'existe pas. Mais quand vous demandez aux gens, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Ben parce que les gens disent, mais Christophe, je ne sais pas ce que je dois poser comme question. Je ne sais pas ce que je dois demander au mec de chez nous pour qu'il me réponde un truc qui corresponde à quelque chose que je comprenne, sur lequel je peux prendre des actions. Et donc, on a aussi là je dirais, 2 espaces-temps un peu différents entre ce que le directeur d'entreprise ou le patron d'entreprise a besoin de comprendre en termes de viens pas juste me dire qu'on risque des trucs, parce que je suis un entrepreneur, des risques, j'en prends tous les jours. Explique-moi dans le détail pourquoi ça a un impact que je dois quelque part considérer et sur lequel on doit avoir des actions et je dois se supporter. Et de l'autre côté, on a l'homme sécurité qui parfois, comme tu l'as dit, hein, mais on a des rapports de pentest où ça montre qu'on n'est pas bon. Mais on a ça où on nous dit il fallait corriger et ils ne veulent pas corriger parce que les mecs du dev, ils n'ont pas le temps, etc. Et donc, on a de la frustration des deux côtés qui ne fait que monter en puissance. D'où la rotation des responsables de sécurité dans les boîtes au bout de 3, 4 ans parce qu'ils disent c'est bon, j'arrive pas à faire bouger les trucs. Pas plus tard que ce midi, moi j'en ai un qui dit Christophe, j'en peux plus là. Les mecs, ils sont en train de jumper sur Azure. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est de faire une press release pour dire que c'est la première boîte qui a tout basculé sur Azure. Et quand je monte les problèmes et quand on fait un retake sur ce qu'on a vécu ce week-end, le mec dit oh, tu fais chier, toi, à nous parler de tes problèmes, c'est toujours pareil. Donc le mec, il dit bah, débrouillez-vous, moi je me casse et puis faites votre truc. Donc je pense qu'on a là moi, j'ai monté comment dire, une formation là, pour une association à Luxembourg qui s'appelle l'Institut luxembourgeois des administrateurs, où en fait, je leur ai fait des questionnaires. Voilà le type de questions que vous devez mettre sur la table quand vous interagissez avec vos équipes. Parce que ça va créer un vrai sujet de discussion et les mecs de la Sécu, ils vont se sentir intéressés parce que vous vous intéressez à ce qu'ils font. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les boîtes, mais ça reste quand même un constat important de la situation que l'on vit dans les organisations. Sécu égale fonction de support, voilà, ça doit marcher. Je ne dois pas avoir de rapport d'audit rouge. Mon régulateur, il doit être content avec ce qu'on fait. Et le reste, tu ne viens pas trop m'embêter. On a quand même des soucis plus importants qui est de faire entrer du pognon dans la boîte. Vous voyez. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut
on contribue nous-mêmes et pas juste être dans la posture de complainte en disant mais mon management, ça ne l'intéresse pas, il ne me supporte pas, il ne me donne pas les budgets, parce que ça ne provoque pas cette dynamique-là. Donc là, on a une fenêtre de tir. Moi, je trouve que ça devient un sujet où les conseils d'administration ou les COMEX commencent à comprendre que ce n'est pas que ça les intéresse, c'est commencent à comprendre qu'ils vont devoir rendre des comptes eux-mêmes, soit au nom de la société, soit encore pire à titre personnel. Et donc, ça provoque l'intérêt. Donc, à nous de saisir ça et d'en faire un sujet intéressant et pas juste un truc rébarbatif où personne ne comprend. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans... Ah si, il y a des questions. Sax, Clément. Clément, il y a Clément qui te... Tu peux activer ton micro, ça sera plus interactif, Clément? Ouais, merci beaucoup Christophe. Ouais, quel message. J'espère qu'avec ça, ils sont ensuite tous séduits. Et moi, j'avais vraiment deux questions à te poser. Je vais peut-être commencer par la dernière. Comment tu parlerais à un patron de TPE, d'une PME, et on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de budget cyber, et vraiment, c'est parfois des sujets qui sont totalement annexes, pour le convaincre qu'il investisse un tout petit peu plus au niveau de la cybersécurité pour ne pas voir vraiment son entreprise à terre. Et la deuxième question serait, est-ce que tu identifies déjà des tendances pour 2022? Alors, pour répondre à la question 2, moi, j'ai peut-être une posture un peu simple, c'est que je suis entrepreneur et dirigeant d'une PME. Donc, fatalement, quand je lui parle, je commence à lui parler de la profitabilité, des enjeux et comment j'amène la discussion cyber sur la résilience. Parce qu'effectivement, parler budget, ça veut dire parler de coûts. Et moi aussi, j'ai de la chance d'être dans un domaine d'activité où la croissance est là parce que le besoin est là. Mais malheureusement, mes collaborateurs me coûtent de plus en plus cher, les trouver me coûte de plus en plus cher. Donc, le poste coût pour mon organisation est un sujet qui me concerne tous les jours. D'accord. Effectivement, moi aussi, j'ai un DPO qui vient tous les jours me dire, mais Christophe, si on ne fait pas ça, on risque 4% de blablabla. J'ai dit, d'accord, mais si ça nous arrive demain, en fait, la boîte, elle ferme, donc ce n'est pas tes 4% qui me font peur, c'est ça. Et le problème, c'est de leur donner les moyens d'avoir une discussion ou d'arriver à ramener la discussion au même niveau des deux parties. C'est-à-dire, moi, je les encourage à devenir bons dans le questionnement. C'est-à-dire, OK, je n'ai pas de budget. Donc, sur base de ça, quelle est la problématique conséquente, majeure, à laquelle je dois, qui peut m'empêcher de continuer à travailler demain? Et puis, on remonte comme ça petit à petit, parce que je dirais, les patrons, ils ne sont pas tous teubés non plus. Hein. Leur intérêt, c'est que leur boîte, elle devient prospère et elle se développe. Mais il faut aborder le sujet, pas sur l'angle technique du tout, mais sur l'angle de dire, patron, tu as vu, des exemples, être factuels. Voilà, Louis Charmel, voilà, si tu veux, je te connecte à quelqu'un. Moi, je fais souvent ça. Je connecte mes clients un peu réluctants ou à qui manquent les moyens de discuter à des gens qui ont déjà vécu des choses en leur disant, écoute, parle avec eux et tu vas voir que quelque part, tu es dans le même état de ce qu'ils ont vécu. Donc, et il y a de l'argent. Alors, effectivement, il n'y a pas de budget illimité. D'accord, ça, c'est le point. Effectivement, ce n'est pas excitant pour un patron de PME quand chaque fois qu'il y a un problème, on lui dit il faut acheter une nouvelle boîte ou une nouvelle techno qui, elle, est magique et qui va tout régler. Ou alors de regarder ce qu'on voit dans les pages des échos, là, où il y a un mec, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il règle tous les problèmes de la cyber. Ça, c'est de l'overselling qui n'a que comme conséquence de confirmer qu'on est des charlots. Et donc, moi, je pars du principe, si tu n'as pas beaucoup de budget, commence déjà par former tes gars. Commence à leur donner des capacités pour qu'ils soient meilleurs dans ce qu'ils font. Parce que la discussion sur le cloud, est-ce que c'est sécurisé ou pas sécurisé, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que tes mecs maîtrisent l'environnement cloud que tu vas utiliser. Si ce n'est pas le cas, tu ne l'utilises pas. Aujourd'hui, tu ne conduis pas si tu n'as pas un permis. Donc, c'est ces choses-là où il faut arriver à avoir ces niveaux de discussion. Pas espérer que du jour au lendemain, il va libérer des budgets, parce qu'un patron, il fait des budgets annuels, et puis il ne va pas comme ça du jour au lendemain pouvoir sortir des trucs à droite à gauche. Mais je pense qu'il faut s'appuyer sur des exemples concrets, éviter le syndrome d'essayer de faire peur à chaque fois, parce que ça ne marche pas, et d'avoir après, je dirais, petit à petit, de gagner des pas, convaincre, adhérer. Moi, je fais souvent des présentations sur
la cyber, où je parle énormément de la vie personnelle des gens. Sur les mots de passe que tout le monde utilise et qui sont toujours les mêmes, je leur dis, si vous avez un iPhone, regardez sur votre iPhone dans Password, Apple vous dit que vos mots de passe sont en bois. Et donc là, je les perds pendant 10 minutes tous parce qu'ils se précipitent sur leur téléphone et ils voient, ils disent « Ah ouais, putain, merde, tous les mots de passe sont pas bons, Apple me dit que j'utilise le même sur toutes les applications, etc. etc. » Et ça les touche parce qu'ils se disent, et donc une fois qu'ils je dis, donc, si vous le faites ça à titre personnel, vous croyez vos collaborateurs et qui font la même chose que vous se sentent concernés par la sécurité de l'organisation. Et comme ça, on arrive à commencer à avoir des discussions un peu structurantes pour définir des zones importantes où c'est où qu'on a les plus gros returns en dépensant le moins possible. Et on commence comme ça à alimenter la machine. Donc, ce n'est pas simple. Je pense que la presse nous sert parce que, alors, elle va nous servir pendant un moment. Et puis, quand on a des incidents qui touchent tout le monde tout le temps, moi, j'ai quand même des gens qui me disent Christophe, quoi que je fasse, regarde, ça arrive à la NSA, moi, je ne suis pas à la NSA, donc ça sert à quoi que je me sente concerné, ça arrivera un jour comme les autres, et puis voilà. Bon, le ransomware a montré que l'évolution de la cyber pouvait dire qu'il n'y aura peut-être pas notre jour après. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui, à mon avis, est la tendance 2022, comme tu le demandais. On ne parle plus de cyber, c'est plus le mot à la mode. Moi, je l'ai quand même un peu gommé de toutes nos présentations. On parle de résilience. Est-ce que la boîte est à même de résister à un cyber-event? Ça, c'est le premier. Deuxièmement, ce qu'on vit depuis cette année, ça a été une belle illustration. De plus en plus de vulnérabilités qui ont de plus en plus d'impact parce qu'elles touchent des systèmes qui sont exposés à Internet. Donc là, célérité dans la compréhension, réponse et maîtrise de nos environnements, comme ce n'est pas le cas, ça met en défaut l'organisation. Je peux t'assurer que là, j'ai quelques débriefings qui ont été programmés avec des clients qui viennent de passer 10 jours, une semaine, pardon, en mode crise et qui se disent « Mais Christophe, on ne peut pas faire ça comme ça tout le temps. » Et donc, on va s'asseoir et puis on aimerait bien discuter avec vous de pourquoi on vit ça et dans quelle mesure on peut éviter que ça se reproduise toutes les semaines. Parce que la tendance, malheureusement, de mon point de vue, elle va continuer parce qu'on voit l'agilité, et c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser des sources comme Checkpoint ou quoi, on voit la célérité et l'agilité de la malveillance à s'adapter et à profiter de tous les nouveaux vecteurs. Quand je travaillais pour Qualys, je dirais entre le moment où sortait une vulnérabilité et l'exploit qui était associé, on avait quand même 3, 4, 5 mois. Aujourd'hui, on est plutôt dans les heures ou voire les jours grand maximum. Donc, ça change quand même la probabilité que tu manges fortement et donc les capacités que tu dois mettre sur la table. Donc, on gardera quand même toujours ce delta, mais l'idée, c'est quand même d'en diminuer le plus possible l'impact. Pas nécessairement la vulnérabilité, mais l'impact. Ok, merci beaucoup. Christophe, Clément, je pense que c'est bon. Il t'a répondu à tes questions. Un grand merci, Christophe. Donc, la présentation de Christophe sera disponible également dans le partage dès ce soir. Je vais corriger les 2-3 coquilles qui restent que j'ai vues pendant que je la faisais. Je vous l'envoie. Pas de souci. Tu l'envoies tranquillement. Et donc, on va enchaîner parce que il est 20h32. J'avais planifié à 35, mais c'est bon. On va enchaîner par le dernier talk. En fait, c'est donc une table ronde. Et on va parler donc de cyberharcèlement. Je vais donner les droits à nos amis. Christophe, il est où? Je dois arrêter le partage. Ouais, merci. Merci à vous. Je vais donner des droits un peu à tout le monde. Voilà, au cas où. Diane, elle n'est pas encore arrivée. Je n'ai pas vu. Jeanne est là. Ton ordinateur place la technique. Pardon.